Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle multimédia. Vous allez participer, assister dans quelques instants à une conférence sur un vrai sujet, de ce genre de sujet qui n'existait pas il y a 10 ans et qui existe aujourd'hui autour de ce qu'on appelle l'irréputation. A-t-on le droit à l'oubli sur Internet? À cette occasion, nous allons lancer deux nouveautés. Première de ces nouveautés, notre plateforme mobile en ville, qui n'était actuellement disponible que pour les iPhones, va passer également sous Android, ce qui va permettre donc à d'autres smartphones d'en profiter et d'en bénéficier. Et puis, je vais dans quelques instants, un peu symboliquement, ouvrir, c'est la deuxième initiative, ouvrir le compte Twitter de la ville. Alors comment gère-t-on son image, celle de son entreprise? Comment lutter contre les excès, les abus qui peuvent parfois malheureusement détruire une carrière, un individu, un adolescent, une entreprise? Durant un peu plus d'une heure, alors mieux que savoir, nous allons essayer de comprendre avec nos intervenants quels sont les enjeux, les risques, mais aussi les opportunités qui s'offrent à nous lorsque nous nous servons de la toile, plus ou moins correctement d'ailleurs. Nos invités viennent nous rejoindre. David Lacomblède, bonsoir, président et directeur stratégie des contenus Orange, président du Club des nouveaux médias et depuis l'an dernier, président de la Villa Numéris. C'est un think tank qui a pour mission de faire avancer le débat public sur les questions culturelles, politiques, professionnelles, économiques et sociales en intégrant les nouveaux enjeux du numérique. Nicolas Perrault, avocat associé au sein du cabinet BKP, ancien bâtonnier du barreau de Versailles, et puis vice-président de la commission intranet et nouvelles technologies au Conseil national des barreaux. Il a à cette occasion travaillé en partenariat avec le ministère de la Justice et des Libertés, etc. Et puis Albéric Guigou, merci d'être avec nous, cofondateur de l'agence d'e-réputation Réputation Squad pour les entreprises et les particuliers. Albéric Guigou est particulièrement sensible aux questions de personal branding des dirigeants et personnalités publiques. Et il est animateur du blog de Réputation Squad et fournit des conseils aux entreprises comme aux individus. Puis Albéric Guigou est évidemment consulté régulièrement par les plus grands médias. Moi, j'ai une première question pour les uns et les autres. Je ne sais pas qui veut répondre. Comment peut-on, en d'autres termes, définir aujourd'hui l'e-réputation? Albéric Guigou, peut-être? Quand on parle d'un individu aujourd'hui, elle peut se limiter à peu près à ces deux premières pages de résultats dans le principal moteur de recherche qui existe en France et qui est Google. Donc à partir des résultats que les gens vont trouver en tapant votre nom et votre prénom, c'est là qu'ils vont se faire une idée de qui vous êtes et donc de votre e-réputation. David Lacomblède, peut-être, chez Orange. Comment on se construit son identité numérique? J'allais dire pas autrement que comment on va se la construire ici ensemble ce soir. Et je pense qu'il ne faut pas poser le débat en opposition, mais bien en complémentarité. Et Internet n'est pas, et le numérique plus largement, n'est pas un domaine à part de la vraie vie, pour reprendre des qualificatifs que l'on peut entendre régulièrement, mais ça fait bien partie de la vie de tout à chacun, et même peut-être dans des domaines insoupçonnés, puisqu'aujourd'hui, le numérique envahit tous les pans de la société. Alors justement, est-ce que l'identité numérique, c'est une vraie question, correspond, est toujours conforme à l'identité réelle? Et je crois que dans la vie de tous les jours, on peut être chacun amené à se construire une identité différente en fonction des journées, des interlocuteurs qui sont les nôtres, de se montrer à son avantage quand on rencontre un employeur pour un nouveau job, par exemple. Et donc, effectivement, c'est un exercice auquel l'homme est habitué depuis très longtemps. Internet, dès lors que c'est un moyen de communication, mais aussi de discussion, et c'est bien ça la nouveauté par rapport aux médias classiques, c'est que c'est une discussion permanente. Vous pouvez aussi être tenté parfois de vous inventer un nouveau personnage. La réalité de ce média, c'est que ça vous ramène le plus proche de ce que vous êtes, parce que vous êtes à la vue de tout le monde, de vos amis, qui eux vous y ramèneront en réalité.
Aujourd'hui, effectivement, il y a des examens plutôt de sa trace numérique faite notamment aux États-Unis par des cabinets. D'ailleurs, je vous renvoie à une étude que nous avons menée il y a un mois de cela, dans le cadre de l'Observatoire Orange Terra Femina, que vous pourrez retrouver sur le site terrafemina.com, qui montre effectivement toutes les techniques aujourd'hui, avec notamment de la part de ces cabinets un certain nombre de questions. Si vous n'avez pas de profil Facebook, beaucoup considèrent effectivement que c'est un peu bizarre et que vous avez peut-être des choses à cacher. Et donc ça éveille effectivement la suspicion de ces cabinets. C'est quelque chose qui était très notable. Donc ne rien montrer ne serait pas non plus forcément la bonne solution. Albéric Guigaud. Une identité numérique, ça se gère tout au long d'une vie maintenant. On ne va pas pouvoir se refaire une identité du jour au lendemain. Mais parfois on démarre mal. On démarre mal, on peut le rattraper, on peut corriger des choses, on peut évoluer, on a le droit de ne pas être le même à 20 ans qu'à 50. Mais par contre, on va devoir assumer de plus en plus tout son parcours de vie, parce que tout son parcours de vie va laisser des traces et va être agrégeable, retraitable, analysable avec des moteurs qui apparaissent de plus en plus, comme qui en sont à leur balbutiement, mais vous devez connaître probablement 1, 2, 3 People par exemple, qui va agréger tout un tas d'informations vous concernant. Mais justement, comment on peut, Albéric, bien protéger ses données personnelles, sa vie privée? Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas un paradoxe entre s'exposer sur les Twitter, les Facebook, les LinkedIn, les Viadeo, etc., et puis conserver finalement une partie de vie privée Alors, moi j'ai tendance à dire que, c'est ce qu'a dit Mark Zuckerberg il y a à peu près 1 an et demi, je pense, c'est que la vie privée est morte, c'est fini. Alors après, ce qu'il faut préserver, c'est la vie intime. C'est à tout un chacun de savoir ce qu'il considère relever de l'intime et qui, s'il était rendu public, serait réellement dévastateur et il aurait énormément de mal à s'en remettre. Par contre, tout ce qui est de votre statut marital, votre lieu d'habitation, votre profession, comment vous joindre, vos numéros de téléphone, vos emails, etc., la liste rouge, je pense que tout ça, on peut oublier de plus en plus. Ce qui relevait jadis du privé, c'est maintenant public. Par contre, il faut préserver l'intime. David Lacomblaine ? Oui, je crois qu'il est quand même plus facile de vivre caché parmi beaucoup que parmi peu. Et donc la réalité, à mon sens, c'est que c'est certainement plus facile, si on avait des choses à dissimuler, de les dissimuler dans un vaste océan qui est celui de l'Internet, que dans un village de 500 habitants. Et ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous avez des choses à cacher. D'ailleurs, très paradoxalement, ce n'est pas une zone de non-droit où d'un seul coup vous lâcheriez. Internet oblige à une exigence, à mon sens, de sincérité. Pour les individus, du concept de la vie privée et pour les sociétés. Sincérité sur les faits, donc une véracité. Une exigence ensuite sur la transparence. Je crois que c'est Jacques Attali qui développe l'idée que l'homme sera peut-être mené à avouer des amours multiples à terme parce qu'il ne pourra plus les cacher comme ça se fait aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux. Et donc un certain nombre d'exemplarité par rapport à ce que l'on promeut et par rapport à ce que l'on est. Et ensuite, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, un effort d'empathie où vous allez montrer que vous intéressez aux autres, que vous devez les connaître pour mieux les comprendre, mais ça se fait dans la vie de tous les jours, mais sur Internet aussi. D'où ce mix d'empathie personnelle et de messages professionnels dans la plupart des réseaux, puisque pour recevoir, il faut bien donner un peu. Albéric Guigaud, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, Julian Assange, qui est le créateur de Wikileaks, qui a beaucoup fait parler de lui et de son organisation en dévoilant beaucoup de documents secrets de l'armée américaine, du département d'État, d'entreprises telles que Bank of America, etc., a une vision du monde qui est que lorsque on se sait observer, on agit de manière plus morale. Donc ça, effectivement, c'est probablement une réalité pour les organisations qui, se sachant observer, sachant que leurs vilains petits secrets du passé sont aujourd'hui possiblement dévoilés aux yeux de tous sur Internet, vont changer leur comportement. Maintenant, il reste aujourd'hui une question qui est tout à fait différente pour certains individus
Là, c'est un vrai débat de société, je pense, et qui n'a pas encore été tranché, c'est la question de la deuxième chance. Avant, certes, c'était dur de se cacher dans un village de 500 habitants, mais vous pouviez changer de village et personne ne savait qui vous étiez. Aujourd'hui, et ça c'est des cas très concrets que l'on voit nous, vous pouvez changer de continent et vous allez être toujours poursuivi par vos résultats de Google. Oui, paradoxalement, dans le droit français, dans la réglementation, un condamné a droit théoriquement à l'oubli. Le casier judiciaire, au bout d'un moment, les infractions peuvent disparaître. En revanche, sur la toile, les informations vont rester. Les informations vont rester et on peut effectivement que s'interroger sur cette dichotomie qui existe entre une réglementation qui est finalement assez protectrice et qui permet à chacun un jour, parce qu'il a fait une erreur dans sa vie, de pouvoir passer sur une forme de pardon et de rédemption, alors que la toile, elle, ne permet pas, parce que les traces restent, et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ça veut dire que c'est impossible à mettre en place ? Il y avait un excellent ouvrage, enfin il existe un excellent ouvrage qu'on a tous lu, d'Alex Türk. C'est un ouvrage qui s'appelle « La vie privée en péril », qui est paru chez Odile Jacob. Et Alex Türk disait que finalement, les informations personnelles sur le système ne permettent à personne de garantir de manière absolue qu'il pourra en sortir totalement. C'est quand même un constat qui est assez pessimiste, d'où l'urgence effectivement de réglementer absolument cette situation. Albéric Guigou, je me tourne vers vous, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on peut tout se permettre? On a ce sentiment-là un petit peu quand on va sur Twitter, sur Facebook. Est-ce qu'on peut tout se permettre? Certains le croient en se cachant derrière des... Mais par méconnaissance peut-être aussi. Oui, en se cachant derrière des pseudonymes, etc. Or, sur Internet, on laisse, même derrière un pseudonyme, on laisse le plus souvent énormément de traces qui permettent de remonter jusqu'à la personne. Donc non, je pense que de plus en plus, c'est un des enjeux aujourd'hui, les gens doivent apprendre à se comporter sur Internet comme ils aiment à se comporter en public. Et donc c'est une évolution importante aujourd'hui de voir que les jeunes, de plus en plus, se mettent à la fois à évoluer dans leur comportement et à être aussi très matures dans leur gestion des réseaux sociaux et à ne pas faire en sorte qu'ils de mettre trop de choses qu'ils auraient à assumer plus tard. Et on a l'impression que, notamment pour les 18-25 ans, rentrer sur le monde virtuel de l'Internet, c'est un monde où tout est permis et où il n'existe plus de vigilance. C'est vraiment ce qu'on voit très très souvent. Et je pense qu'il serait très certainement important qu'il y ait une éducation aussi du comportement pour éviter aux uns et aux autres d'avoir à mettre sur Internet des informations qui sont extrêmement confidentielles. Et je crois que quelque part, les adultes, les organisations, pourquoi pas les fournisseurs d'accès, doivent être dans des démarches qui pourraient éventuellement sensibiliser sur un plan pédagogique. Je sais qu'Orange le fait, puisqu'il y a régulièrement des choses. Mais de quelle manière? Alors, j'ai pas du tout la même vision que vous. Oui. Je pense que les plus jeunes et ceux qui sont nés avec Internet sont au contraire parfaitement aguerris, donc savent gérer les niveaux de hiérarchie. Ceux qui sont de leurs amis avec qui ils sont prêts à partager beaucoup, des photographies, des moments de vie privée. Ceux qui sont de leurs connaissances et avec lesquels ils partageront un peu moins. Et aujourd'hui, les outils permettent de le faire. Et donc, j'ai le sentiment que ceux qui sont véritablement nés avec les outils sont au contraire très scrupuleux de leur espace privé et réservé. Et ils sont particulièrement vigilants. Je pense qu'effectivement, on a peut-être des personnes un peu plus âgées qui ont découvert ça tardivement, mais moi le premier, et qui ont découvert en le faisant. Et donc, c'est de ce point de vue-là rassurant. Ensuite, effectivement, il est souvent plus facile d'accuser Internet que les parents. Et donc, il y a un rôle des parents en matière d'éducation très fort. Où, effectivement, en tant qu'opérateur, on met à disposition des outils de contrôle parentaux, notamment. Alors ça a beaucoup évolué, mais je suis encore surpris du nombre de parents qui demandent à leurs enfants d'installer le logiciel de contrôle parental sur l'ordinateur. Mais David Lacombette, c'est parce que les parents sont dépassés aussi, peut-être. Bien évidemment. Et donc après, effectivement, il y a l'accompagnement aussi sur le fait qu'on peut surfer à un moment avec ses enfants. Il y a un accompagnement sur le fait qu'on peut leur demander de regarder l'ordinateur dans une pièce de vie où il y a un peu de circulation et pas seuls retranchés dans leur chambre, etc., etc. Il y a des principes de bon sens
comme on l'a fait avec la télévision, par exemple. Merci à tous, merci d'être venus, merci de votre attention, merci à nos invités et à nos intervenants, et puis sûrement à l'année prochaine pour une table ronde passionnante. Bonne soirée.